Bienvenue sur Puissance et Déclin, la chaîne où l'on dévoile ce que l'Amérique préfère ignorer. Aujourd'hui, nous quittons les gratte-ciel, les autoroutes et les boulevards bruyants pour rejoindre une terre mythique, un endroit que beaucoup imaginent comme un sanctuaire naturel, l'Alaska, la dernière frontière. Montagnes géantes, lacs gelés, forêts sans fin, aurore boréale, solitude glacée, tout semble monumental, pur et intact. Mais sous cette beauté légendaire, une réalité brutale se cache. Une crise silencieuse, invisible, camouflée dans l'immensité, le sans-abrisme en véhicule, un phénomène unique en Amérique du Nord. Contrairement aux grandes villes du Sud où les tentes s'alignent sous les ponts, ici, la misère ne se montre pas. Elle se disperse. Elle se glisse dans les parkings glacés des Walmart, dans les zones industrielles où la neige s'accumule, dans les routes secondaires où des SUV et des vents gelés attendent la tombée de la nuit. Officiellement, l'État compte 2686 personnes sans logement, mais ce chiffre est dérisoire face à la réalité. Sur 665 000 miles carrés, des milliers d'autres dorment dans leurs voitures, dans des camping-cars usés, dans des fourgonnettes qui n'ont plus rien de mobile. Ils ne sont pas comptés, car ici, l'espace les avale. En 2024, 50 personnes sont mortes dehors à Anchorage, victimes d'un froid plus meurtrier que la drogue ou la violence. Parfois retrouvées dans leur véhicule, parfois à quelques mètres d'un immeuble chauffé. Car en Alaska, quand la température tombe à 30 degrés F, la moindre erreur, la moindre panne, le moindre épuisement peut tuer. Et lorsque le marché du logement exige désormais 2 emplois à plein temps pour payer un simple appartement, des milliers de travailleurs essentiels n'ont d'autre choix que de dormir dans leur voiture. Ceux qui vivent dans leur véhicule ici ne sont pas des nomades volontaires ni des esprits libres cherchant une vie minimaliste. Ce sont des infirmières qui enchaînent les heures, des vétérans handicapés, des mères célibataires, des employés de magasins, des retraités poussés hors du marché immobilier. Pour eux, leur voiture n'est pas un symbole de liberté, c'est la dernière barrière entre la vie et la mort blanche. Leur véhicule est un abri fragile, un chauffage précaire, un refuge instable contre un climat qui ne pardonne absolument rien. Même les chiffres officiels ne reflètent rien. Le recensement des sans-abri a lieu en janvier, au cœur de l'hiver. À cette période, beaucoup fuient vers les refuges d'urgence pour éviter de geler. D'autres se dispersent dans des zones rurales impossibles à couvrir. Résultat, la crise semble minuscule sur le papier, alors qu'elle est gigantesque dans la réalité. Mais la géographie de l'Alaska transforme tout en défi mortel. Ici, le sans-abrisme en véhicule s'étend dans un territoire plus vaste que la Californie, le Texas et le Montana réunis. La plupart des personnes vivant dans leur voiture migrent selon les saisons. L'été, elles s'éparpillent dans les terres publiques où le camping sauvage est toléré. L'hiver, elles se rapprochent des zones urbaines pour accéder aux rares services disponibles. Mais ces villes imposent des règles strictes, interdiction de stationner la nuit, risque d'amende, saisie possible du véhicule, donc perte du seul abri. Chaque hiver, les batteries gèlent. Les réservoirs fissurent. Les chauffages tombent en panne. Les véhicules deviennent des blocs de métal incapables de protéger contre un vent arctique qui brûle la peau. Lorsque le logement demande 2 salaires, lorsque les routes deviennent des pièges glacés et que les ressources sont à des centaines de kilomètres, survivre devient une bataille quotidienne. Voici l'histoire d'une crise invisible, enfouie dans le décor majestueux de l'Alaska. Une crise où chaque moteur, chaque batterie, chaque goutte de propane peut décider du destin d'une vie. Dans cette seconde partie, nous allons entrer au cœur de la survie quotidienne de ceux qui vivent dans leur véhicule en Alaska. Car ici, la pauvreté ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en degrés. Chaque nuit passée en voiture devient un calcul de risque, une stratégie millimétrée pour repousser la mort. Et la moindre erreur peut transformer un simple problème mécanique en tragédie irréversible. Pour comprendre la violence de cette situation, il faut revenir au point de départ, le logement est devenu inaccessible. Dans l'ensemble de l'État, les prix ont grimpé plus vite que les salaires. Le coût moyen d'un remboursement hypothécaire a bondi de plus de 50% depuis 2018. Les loyers se sont envolés, atteignant des niveaux impossibles à suivre pour les travailleurs essentiels. À Anchorage, un appartement ordinaire exige un revenu annuel supérieur à 55 000 $. Pourtant, la plupart des employés gagnent entre 12 et 16 $ de l'heure, soit 2 fois moins que ce qu'il faudrait pour se loger sans s'endetter. Alors, les gens basculent dans leur voiture. Pas par choix. Pas par mode de vie alternatif. Mais parce qu'il n'existe aucune autre option. La vie dans un véhicule en Alaska n'a rien d'une forme de liberté. C'est une succession de gestes répétitifs dictés par la peur du froid.
Vérifiez le propane. Testez la batterie. Isolez les fenêtres avec ce que l'on trouve. Évitez de couper le moteur trop longtemps. Économisez chaque litre d'essence. Tout cela alors que le thermomètre affiche des valeurs capables de tuer en quelques heures. Prenons l'histoire de Robert, un vétéran de 51 ans. Handicapé depuis plusieurs années, il vit dans un vieux Winnebago qui a connu d'autres époques. En décembre, lors d'une vague de froid historique, son chauffage au propane tombe en panne en pleine nuit. Pour survivre, il se voit obligé de laisser tourner son moteur jusqu'au matin, engloutissant un carburant dont il n'a pas les moyens. Ces médicaments, qui doivent être conservés à une température stable, gèlent lorsque sa batterie rend l'âme. Quelques jours plus tard, il finit à l'hôpital, affaibli, déshydraté, incapable de se soigner correctement. Et quand il sort, son seul refuge, son véhicule, a encore perdu en fiabilité. Ce drame est loin d'être isolé. Chaque personne qui vit dans son véhicule en Alaska affronte la même mécanique implacable. Ce n'est pas la pauvreté seule qui les menace. C'est l'association mortelle de l'économie, de la météo et de la géographie. Jennifer, 33 ans, mère célibataire, est un autre visage de cette réalité. Elle dort dans une Honda CR-V avec sa fille de 8 ans. Elle travaille à Anchorage, mais son salaire ne suit plus l'augmentation constante des loyers. Alors chaque nuit, elle doit faire un choix impossible. Laisser tourner le moteur pour chauffer l'habitacle. Utiliser un petit chauffage non prévu pour l'intérieur et risquer l'incendie. Ou laisser la température chuter et mettre sa fille en danger immédiat. Les services sociaux signalent une hausse des enfants fatigués, incapables de suivre l'école. Les enseignants remarquent des élèves qui s'endorment en classe, non par manque d'effort, mais parce qu'il est impossible de bien dormir quand on guette le froid toute la nuit. La crise ne se limite pas à Anchorage. Elle touche toute la dernière frontière. Entre les villes, les distances sont gigantesques. Une panne sur une route reculée peut devenir un piège mortel. Les secours mettent parfois plus d'une heure à arriver quand ils peuvent arriver. Une batterie qui lâche à 25 degrés F peut condamner quelqu'un en moins de 30 minutes. Et dans certaines zones, il n'y a ni réseau, ni lumière, ni possibilité de demander de l'aide. Les hôpitaux voient chaque hiver une hausse brutale des cas de gelure, d'hypothermie, de problèmes cardiaques aggravés par le froid. Les personnes souffrant de diabète n'arrivent plus à conserver correctement leur insuline. Les personnes âgées subissent des défaillances respiratoires. Les personnes souffrant de troubles mentaux s'effondrent dans la solitude, isolées par la nuit arctique. Ce n'est pas tout. La santé mentale s'effrite. Les longues nuits sans soleil provoquent dépression et anxiété. Beaucoup développent un sentiment d'étouffement, de claustrophobie dans leur propre véhicule. Les pensées sombres s'installent. L'isolement amplifie chaque difficulté. L'hiver ne se contente pas d'attaquer les corps, il attaque aussi les esprits. Le problème s'aggrave encore lorsque l'on comprend que la majorité des régions rurales d'Alaska n'ont aucun abri d'urgence, aucun service adapté, aucune infrastructure médicale capable de gérer une vague de détresse. 15 régions du recensement n'ont même pas de refuge permanent. Cela signifie qu'au moindre problème, panne, blessure, hypothermie, la probabilité d'un drame augmente. Ce que l'on appelle « vivre dans son véhicule » devient donc un parcours de survie à haut risque. Un quotidien fait d'anxiété, de froid, de fatigue, d'incertitude. Un combat que des milliers de personnes doivent mener seules, sur des routes presque infinies, dans un climat qui ne pardonne rien. Face à cette crise silencieuse mais mortelle, une question s'impose, comment un État aussi riche en ressources naturelles peut-il laisser autant de vies se jouer dans des voitures glacées? La réalité est complexe, mais les solutions existent et elles ont même déjà fait leurs preuves dans d'autres régions du monde confrontées aux mêmes défis. Pourtant, l'Alaska n'a pas encore pris la mesure de l'urgence. Et chaque hiver qui passe coûte des vies. La première solution est simple, mais demande de la volonté politique, mettre en place un réseau de parkings sécurisés et chauffés, spécialement conçu pour les hivers arctiques. Dans des villes comme Duluth, au Minnesota, ce modèle a transformé la survie hivernale. Ces sites ne sont pas de simples parkings, ce sont des refuges mécaniques. Ils proposent des branchements électriques permettant d'alimenter des chauffages auxiliaires, des zones chauffées pour éviter que les batteries ne gèlent, des recharges pour le propane, des toilettes adaptées au froid extrême, et même des interventions d'urgence lorsque les véhicules tombent en panne. Résultat, un taux de survie supérieur à 90% et une réduction massive des hospitalisations liées au froid. Imagine un réseau similaire en Alaska, un maillage réparti autour des grandes villes, couvrant un rayon de 80 km,
capable d'accueillir des centaines de véhicules durant les mois les plus dangereux. Un système intégré où les services médicaux, les techniciens mécaniques et les ressources sociales travaillent ensemble pour prévenir les catastrophes plutôt que de les constater trop tard. Cela pourrait, littéralement, sauver des centaines de vies par hiver. La deuxième solution découle de la géographie unique de l'Alaska, la migration saisonnière coordonnée. L'été, les terres publiques offrent des millions d'acres propices au camping sauvage. Mais l'hiver, ces mêmes terres deviennent des pièges mortels. En organisant le déplacement des personnes vivant dans leurs véhicules vers des zones urbaines plus sûres, en coordonnant l'accès au carburant, à l'eau, à l'électricité et aux soins médicaux, l'État pourrait réduire jusqu'à 60% des urgences hivernales. Ce modèle repose sur un partenariat entre régions rurales, entreprises locales, services d'urgence et centres urbains. Il permettrait de transformer une migration chaotique et dangereuse en un mouvement structuré et sécurisé. La troisième solution est sans doute la plus essentielle d'un point de vue humain, créer des abris d'urgence où les personnes peuvent conserver leurs véhicules. Beaucoup refusent les refuges traditionnels parce qu'ils ne peuvent pas abandonner leur voiture, leur seul bien, leur seul abri, leur seul moyen de transport. Un programme qui permettrait de stocker les véhicules dans des garages chauffés, surveillés et entretenus pendant que les occupants dorment dans un espace sécurisé pourrait changer leur vie. Cela préserverait leur autonomie, leur dignité et leur sécurité tout en leur offrant une chance réelle de traverser l'hiver. Toutes ces solutions ont un point commun, elles reconnaissent que vivre dans un véhicule en Alaska n'est pas un choix de vie, mais une nécessité de survie. Elles reconnaissent que le froid, les distances, le prix du logement et l'absence de services créent une situation où chaque hiver devient une loterie mortelle. Et elles reconnaissent que l'État, sans une coordination solide, laisse les citoyens affronter seuls une nature qui les dépasse. Pourtant, malgré ces modèles éprouvés, l'Alaska hésite encore. Les programmes actuels sont fragmentés, insuffisants, souvent limités par le financement ou par des réglementations qui n'ont jamais été pensées pour un climat aussi extrême. Le manque de coordination entre les municipalités, l'État et les zones rurales rend l'aide difficile à déployer. Et surtout, le problème est perçu comme une question de stationnement illégal, au lieu d'être traité comme une urgence de sécurité publique. Mais le froid ne négocie pas. Le froid ne se soucie pas de la politique. Le froid ne pardonne aucune erreur. Chaque hiver, des véhicules se transforment en cercueils de métal. Chaque hiver, des moteurs se taisent au mauvais moment. Chaque hiver, des vies se perdent dans le silence de la neige. Les personnes qui vivent dans leur van, leur SUV ou leur vieux camping-car ne sont pas des marginaux en quête d'aventure. Ce sont des travailleurs épuisés par le coût du logement, des anciens combattants oubliés, des mères isolées, des enfants qui n'ont rien demandé, des personnes âgées incapables de payer un loyer. Ils ne cherchent pas à échapper à la société, ils cherchent juste à survivre à un hiver qui frappe plus fort que n'importe quelle tempête du Sud. Et la question n'est plus: l'Alaska peut-il résoudre cette crise? La vraie question est: agira-t-il avant que la prochaine vague arctique n'arrache encore 50 vies, 60, 100? L'Alaska pourrait devenir un modèle national, une référence en matière de survie hivernale et de gestion de crise. Ou il pourrait continuer sur sa trajectoire actuelle, laissant les moteurs calés, les batteries mourir et les vies s'éteindre une nuit après l'autre. Au bout de la dernière frontière, la réalité est simple. L'hiver ne laisse aucune seconde chance.